Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir, la dernière de cette année, avant de reprendre l'année prochaine, bien sûr. Alors aujourd'hui, pour cette dernière, j'accueille Simona Corlan-Johan, nouvelle directrice du Centre régional francophone d'études avancées en sciences sociales, le CEREFREA. Pour rappel, il s'agit là de notre second entretien avec le CEREFREA. Nous avions une première fois invité sa secrétaire générale, la chercheuse Simona Nekula, en mai 2023. Parallèlement à son poste de directrice de ce centre d'études, Simona Corlan-Johan enseigne à la faculté d'histoire de Bucarest. Elle est également titulaire de la chaire Senghor pour la francophonie et directrice de l'Institut d'études africaines de l'Université de Bucarest. Tout au long d'une carrière déjà riche, je mentionnerai par ailleurs que Simona Corlan-Johan fut ambassadrice de la Roumanie dans plusieurs pays africains pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Simona Corlan-Johan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à distance, mais d'être avec nous quand même ce soir. Alors, ma première question concernera le CEREFREA avant de converser sur ce continent que vous connaissez bien, l'Afrique, et qui me tient également très à cœur. Parlez-nous du CEREFREA et notamment de l'orientation que vous souhaitez lui donner en tant que nouvelle directrice dans les mois à venir. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous parler un peu de CEREFREA et de nos stratégies, de nouveaux stratégies. Voilà, donc je viens d'arriver à CEREFREA. J'ai été nommée le 1er octobre. Juste après, je viens d'être nommée après la démission. C'est mon collègue Florin Țurcanu qui a décidé de quitter CEREFREA parce que il a voulu se rendre à la recherche, donc écrire ses livres. J'ai été nommée le 1er octobre 2024. Vous savez, peut-être que Simona vous a parlé déjà de CEREFREA et de sa naissance. CEREFREA, c'est un centre qui a été constitué en 2012 et a commencé ses activités en 2014 dans un bâtiment extraordinaire, une villa Noël, au centre-ville de Bucarest, dans un quartier chic de Bucarest, quartier Dorobanți. Et nous avons là-bas une magnifique bibliothèque de 1008 exemplaires. La naissance de CEREFREA n'est pas du tout un accident. Pas du tout. CEREFREA est l'héritier d'une longue histoire des relations de l'université de Bucarest avec d'autres universités francophones. Parmi eux, les universités de France et parmi les universités de France, surtout avec École des études en sciences sociales de Paris. Oui, la fameuse EHESS, oui, qui était très réputée en France. Oui. Pendant les années 90, juste après la fin de la période communiste, plusieurs institutions ont été créées à l'université francophone, ont été créées à l'université de Bucarest. Parmi les institutions, une école doctorale avec l'appui de l'école des études en sciences sociales de Paris. Donc une école doctorale en 1994. Et moi, j'ai fait partie de la première promotion de l'école doctorale qui a été créée en 1994. Cette année et l'année prochaine, on va fêter 30 ans depuis la création de l'école francophone doctorale à Bucarest. Donc déjà, cet anniversaire sera un objectif pour 2025, c'est-à-dire bien fêter ces 30 ans. Comment vous avez des événements prévus? Nous avons prévu des événements en colloque, nous avons
prévu d'inviter les professeurs qui ont donné des cours pendant les premières années de l'existence de l'école à Bucarest. Bien sûr, des témoignages de la première promotion de mes collègues. Des conférences, ce genre de choses. Conférences, bien sûr. On va essayer de refaire un peu leur parcours parce que il y a parmi les professeurs maintenant qui sont dans les universités partout en Roumanie et dans la région de l'Europe centrale et orientale qui ont été formés à l'époque à l'école doctorale à Bucarest. Et il faut aussi parler de collège juridique franco-roumain qui a été lui aussi créé pendant les années 90, la faculté des sciences politiques aussi pendant les années 90, donc des institutions qui ont contribué eux aussi à la naissance de CEREFREA, de ce centre d'études avancées francophones, qui a bien sûr la mission de soutenir, d'appuyer la formation francophone, la formation de haut niveau francophone, pas seulement en Roumanie, en Europe centrale et orientale. C'est-à-dire, vous pensez aussi vous faites référence à la recherche. Vous êtes surtout axé sur, à la recherche, sur les doctorants oui. et la recherche. Oui. D'accord. Oui, et nous avons l'intention aussi de booster peut-être l'école doctorale de CEREFREA et d'élargir un peu le programme vers les autres universités de l'Europe centrale et orientale. En accueillant des étudiants, pardon. C'est important. Oui. Excusez-moi, je vous coupe, excusez-moi. En accueillant des étudiants de toute nationalité, à partir du moment où ils sont francophones, c'est ça? Ben c'est ça, c'est notre vocation, c'est la francophonie. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais avoir maintenant, vous pourrez, pendant notre entretien, revenir sur le CEREFREA, mais en tant qu'historienne, j'aimerais avoir un peu votre sentiment aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dernièrement dans la société et politiquement en Roumanie. Évidemment, nous n'allons pas rentrer dans les détails, ce n'est pas aujourd'hui le sujet, mais j'aimerais encore une fois, j'insiste en tant qu'historienne, que vous nous fassiez part, si possible, de comment vous avez perçu tous ces événements. Je vais m'impliquer un petit peu, c'est pas mon genre d'habitude, mais j'ai eu personnellement le sentiment que parfois il y avait un manque de recul de la part de certains commentateurs, que ce soit roumains ou étrangers. Comme disent nos amis anglo-saxons, peut-être le manque de perception de comme ils l'appellent, the big picture. C'est-à-dire que, est-ce que selon vous, en tant qu'historienne, tous ces débats manquent de perspective historique? La Roumanie est une très jeune démocratie, 35 ans. Qu'en pensez-vous? C'est une question très difficile, très très difficile. Je vais vous dire tout d'abord que je suis née en Roumanie communiste. J'ai été formée, éduquée en bonne partie pendant le régime de Ceausescu. J'ai eu l'occasion de faire des études après la fin de la période communiste en France, mais ça c'est vraiment autre chose. Donc j'ai été éduquée, formée en Roumanie communiste. C'est une jeune démocratie, vous avez raison. Et pour ça, votre question est vraiment très très compliquée. Nous, on essaye de comprendre, nous les historiens, on essaye de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe dans notre pays après 35 ans, après la fin de la période communiste. Déjà 35 ans. Mais peut-être que, vous savez, la démocratie, on apprend de la démocratie. Et nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Peut-être que nous avons fait des fautes pendant les 35 années. Peut-être que les étudiants, la jeunesse actuelle, la jeunesse actuelle n'est pas très bien informée sur le passé de la Roumanie. Il y a encore des questions qui n'ont pas trouvé de réponses. Il y a encore des questions des problèmes qui ne sont pas bien étudiés.
pendant notre histoire. Il y a des discussions sans fin autour des mythes fondateurs de notre identité, de mythes fondateurs de notre construction nationale. Les étudiants m'ont posé la semaine dernière presque la même question que vous m'avez posée maintenant. Comment je peux expliquer les événements qui sont passés? Peut-être que la seule réponse est il faut changer de mentalité. Il faut changer les mentalités. Et les mentalités changent doucement. Et peut-être que chez nous, on n'a pas fait encore l'effort de changer les mentalités. Nous avons passé les étapes, notre entrée dans l'OTAN, après l'entrée dans l'Union européenne, la grande famille européenne. La Roumanie a retrouvé son identité européenne avec l'entrée dans la grande famille européenne. Maintenant, c'est le temps de se comprendre mieux, de se regarder. Nous, on est à côté dans la grande famille, mais peut-être qu'il faut se comprendre mieux. Et il faut se regarder un peu plus, regarder vers l'intérieur de notre identité. Et essayer de prendre dans cette construction, de mettre dans cette construction les éléments de notre histoire. Et d'enseigner à la jeunesse l'histoire, et je vais employer le terme de Leopold von Ranke, la vraie histoire de la Roumanie. Insister sur la vraie histoire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont venus, qui sont entrés maintenant dans le discours sur l'histoire de la Roumanie, qui sont bien datés, bien de la période communiste. Le régime communiste a utilisé l'histoire pour soutenir son idéologie. Et pas mal des éléments de la période communiste sont revitalisés en ce moment. Et la jeunesse se trouve devant des discours ou un discours nationaliste qui est peut-être attirant pour nous, les gens qui ont été formés à l'époque communiste. Nous avons peur de ce type de discours. Mais peut-être que pour la jeunesse, c'est attirant, ce type de discours. Mes étudiants, ils m'ont dit, nous, notre cerveau, le cerveau est comme une éponge. Il faut nous donner des informations. On ne connaît pas vraiment la période entre les deux guerres. On n'a pas parlé à l'école des différents mouvements idéologiques qui sont nés pendant la période entre les deux guerres. Donc, voilà, on a devant nous beaucoup de questions, beaucoup de problèmes à résoudre. Il faut changer notre type d'enseignement. Il faut changer notre façon d'aborder la jeunesse. Moi, j'ai pas de compte sur TikTok, par exemple, mais je me suis posé la question, peut-être que c'est mieux de le faire et de voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce que vous dites, et merci de cette belle réponse, me rappelle une intervention que nous avions eue avec l'historienne que vous connaissez sans doute, Claudia Florentina Dobre, qui travaille beaucoup sur la période communiste et qui fait ce travail de mémoire. Donc vous me permettrez de faire le lien avec elle. Merci de ce rappel, hein, qu'il faut raconter la vraie histoire, comme vous le dites. Alors, si vous le voulez bien, là, maintenant, j'aimerais aller, j'allais dire un petit peu plus loin, non pas
pas nécessairement, mais j'aimerais avoir vous parlez de TikTok, je vais faire le lien, votre regard sur la modernité actuelle. J'ai découvert récemment un jeune historien des sciences français, il y a une trentaine d'années, il s'appelle François Jarige, et il estime que, il pense que la façon dont nous pensons le progrès est trop lié aux innovations technologiques et que nous manquons là encore d'envergure, que c'est précisément à cause de cela que nous avons créé des tensions entre l'homme et son environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est un paradigme qui se ferme. Et nous sommes entrés dans une autre époque, ou nous sommes en train d'entrer dans une autre époque. Et la jeunesse est un peu prise entre les deux, se trouve à la frontière. Ils sont devant, ils se retrouvent devant beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Ils sont nés avec la technologie. Vous avez vu des bébés qui ont dans leurs mains le téléphone portable, des enfants qui regardent tout le temps à la télé, qui ont leur ordinateur ou leur tablette à la maison de jeune âge. À 3 ans ou à 4 ans, ils savent utiliser l'ordinateur. Et ils n'ont pas la patience de se laisser former, de se former eux-mêmes et de recevoir les informations qui viennent des autres êtres humains. Les informations viennent de la technologie. Et pour eux, l'information, ça veut dire image. Quand on commence à leur parler, à essayer de le faire comprendre qu'il faut aller dans des bibliothèques, qu'il faut lire le livre, c'est toujours la réponse mais oui, mais on peut pas trouver un PDF sur l'ordinateur, vous pouvez pas nous donner un résumé nous, on est obligé de le faire changer, de le faire comprendre que c'est très utile de savoir peut-être plus qu'un résumé, d'apprendre peut-être plus qu'un résumé ou de regarder les images, que les images. Vous savez, pour moi, je suis obligée de m'adapter à cette situation. Mes étudiants n'ont pas, je donne des cours pour la première année. Mes étudiants, ils sont jeunes, ils n'ont pas la patience de rester plus de 40-45 minutes dans une salle de cours. Ah, ils ont 19 ans, c'est ça? 17, 18, 19 oui, ans? Ouais. Ils ont 18, 19 ans, 20 ans, ils n'ont pas la patience. Ils ne sont pas capables d'écrire si je fais des notes sur le tableau. Ils n'ont pas la capacité d'écrire à partir de mes notes sur le tableau. Je suis obligée de le faire de PowerPoint. Je parle et eux, ils regardent le PowerPoint. Ils n'ont pas la capacité de suivre le cours sans PowerPoint. Et ça, c'est une situation vraiment nouvelle. On n'a pas eu ça avant. Quand est-ce que vous avez... Je me suis absentée pendant 10 ans, donc j'ai quitté en 2006 et je suis revenue à l'université en 2016. Je peux vous dire que j'ai laissé une génération très différente de la génération que j'ai trouvée en 2016. Le contraste est flagrant. Le contraste, oui. Et nous sommes obligés de le faire comprendre que l'information, qu'il se trouve devant beaucoup d'informations. Beaucoup. L'information vient de partout. Mais il faut savoir chercher et trouver la bonne information. Et pour nous, les historiens, c'est très important. Et pour les sociologues, donc tous les professionnels des sciences humaines et sociales se trouvent devant trop d'informations qui doivent être analysées, se trouvent devant la situation de choisir
dans l'information, parmi les informations qui circulent. Moi, je trouve que c'est très important. Nous sommes dans une situation étrange. Nous, les anciens, nous commençons à apprendre, à travailler avec l'information sur l'ordinateur, l'information sur l'Internet, les réseaux, voilà. Mais pour eux, c'est la normalité. Et il faut trouver entre les deux. Et le juste milieu. Trouver le juste milieu, oui. La possibilité de se rencontrer entre les deux dimensions et de passer, nous, dans une nouvelle ère, et eux, d'essayer d'apprendre de notre expérience et de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe avec eux. Parce qu'ils ont pris seulement les outils de la technologie, mais ils ne savent pas les utiliser comme il faut. Pour eux, c'est la vérité. Parfois, je me suis trouvée devant eux. Ils me disent, mais vous avez vu, madame, sur l'Internet circule une information concernant je ne sais pas quel événement. Et je les ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Mais non, mais ça circule, c'est sur l'Internet, donc c'est la vérité. Wikipédia, parfois, et même avec l'intelligence artificielle maintenant, je me suis retrouvée devant une situation très étrange. Quels sont comment réfléchir pour les examens? Quels sont les sujets appropriés pour les examens? Parce que si on leur donne des sujets classiques, c'est pas la peine parce qu'ils vont utiliser tout de suite leur portable. On peut pas faire la police pendant les cours. Donc, ils vont utiliser le portable et je vais me retrouver devant les informations qui sont prises de Wikipédia. Ils peuvent utiliser pendant les cours à l'université parce que je sais que en tout cas pour le lycée français, le proviseur du lycée français à Bucarest m'a dit que le smartphone était interdit en cours. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres lycées à Bucarest, mais à la faculté, dans les facultés, à l'université, on a le droit de venir en cours avec son smartphone. Oui, on a le droit de venir en cours avec leur smartphone. Et en plus, moi, j'ai essayé d'utiliser leur droit de venir en cours avec leur téléphone. Et comme je donne des cours sur l'historiographie et l'histoire de l'histoire, parfois, je ne donne que les interprétations et je le pose la question, regardez sur votre téléphone, vous trouvez des informations concernant la vie de Hérodote. Donc, regardez sur votre téléphone et on va discuter à partir des informations que vous avez trouvées sur votre téléphone. Et après, on va prendre le texte de l'histoire de Hérodote et on va commencer à discuter sur le texte du livre de l'histoire de Hérodote. Donc, j'utilise parfois pour le faire quand même participer beaucoup plus au cours. Parce que vous savez, nous, on est habitués avec les cours, pendant ma formation, c'était comme ça. Donc, j'ai été habituée à écouter les cours, pas discuter avec le professeur. Le professeur venait devant moi et parlait de son sujet, voilà, devant nous, devant les étudiants, parlant de ce sujet. Maintenant, c'est pas possible. Il faut les activer, il faut les avoir à côté de nous, les interroger tout le temps parce que sinon, ça va pas. Simona Corlan-Ioan, j'aimerais maintenant que nous passions à ce magnifique continent, l'Afrique, que vous connaissez bien. Alors racontez-nous un petit peu cette expérience. Je n'ai pas cité tous les pays où vous avez été en fonction. En tout cas, ils incluent le Maghreb, je crois, mais aussi d'autres pays d'Afrique. Racontez-nous. Oh, c'est une longue histoire. Il faut m'inviter une autre fois. Oui, excusez-moi, je vais essayer de réduire un petit peu cet angle un peu large, effectivement.
Aujourd'hui, en 2024, après ces 10 années, donc de 2006 à 2016, passées en Afrique, quel est votre ressenti par rapport à ce continent? Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience? Comment l'Afrique vous a enrichi et quelle est votre relation actuelle avec ce continent? J'ai été professeur à la faculté d'histoire quand le ministre des Affaires étrangères, en 2006, m'a proposé d'aller en Afrique en tant qu'ambassadeur. Mon premier poste a été à Dakar. J'ai été basée à Dakar, au Sénégal, mais j'ai été accréditée aussi dans les 9 pays de la sous-région, presque tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau en plus, et les îles de Cap-Vert. Il m'a demandé d'aller en tant qu'ambassadeur là-bas, mais pas, j'étais pas diplomate de carrière, j'étais historien. Et j'ai travaillé toute ma vie, je travaille encore. Je suis spécialiste en l'anthropologie et l'histoire africaine, l'Afrique francophone, surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc, il m'a demandé d'aller là-bas en tant que spécialiste et d'essayer de relancer un peu les relations avec les pays africains. Vous savez que la Roumanie, à l'époque communiste, a eu beaucoup de relations, plutôt des relations économiques avec les pays africains et aussi des relations politiques avec les pays africains. Et juste après la fin de la période communiste, la Roumanie a changé de politique et les anciens amis africains ont été un peu oubliés, entre guillemets. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Mihai Răzvan Ungureanu, pensait de relancer un peu les relations avec les pays africains. Donc, ça a été ma mission, d'aller là-bas et de voir comment on peut relancer les relations. J'ai été, comme je vous ai dit, j'ai été spécialisée en histoire, anthropologie africaine, mais j'ai été un historien de cabinet. Je savais presque pas la réalité, donc je connaissais pas la réalité, je connaissais pas la vraie Afrique. Vous étiez déjà allé en Afrique avant 2006? Non. J'ai été formée dans les centres d'études africaines, mais j'ai été africaniste de cabinet. Donc pour moi, a été une expérience absolument extraordinaire parce que j'ai essayé excusez-moi, j'ai essayé de mieux comprendre ce monde. Un monde vraiment très, très différent. Très différent. Et il faut trouver la bonne perspective pour comprendre ce monde. J'ai compris vite que c'est pas vraiment le moment de relancer les relations économiques avec les pays africains. Mais c'est le moment de relancer les contacts avec les universités africaines, avec les anciens étudiants qui ont été formés en Roumanie à l'époque communiste, et d'utiliser cette position de pays frères, de pays qui n'a pas eu un passé colonial, des pays la Roumanie qui a eu de bonnes relations avec les pays africains. Donc, je relançais de côté culture, de côté enseignement, la coopération entre la Roumanie et le pays de l'Afrique francophone, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Nous avons beaucoup de contacts en ce moment. Des centres d'études africaines qui sont nés dans les universités en Roumanie. Avant mon départ, en 2006, à l'université de Bucarest, Christian Preda m'a invité de donner un cours sur l'Afrique, mais à l'époque était le seul cours sur l'Afrique dans les universités roumaines. C'est un paradoxe. La Roumanie a formé beaucoup d'étudiants à l'époque communiste, mais on n'a pas eu des cours, ni de séminaires, ni de spécialistes, de vrais spécialistes formés dans cette direction. Donc,
Juste au début des années 2000, ont été créés plusieurs centres d'études africaines. Un centre à Timișoara, un autre centre à Cluj, un institut de recherche à Bucarest. Nous avons beaucoup de projets en ce moment, des réseaux universitaires, des collaborations avec les grandes universités africaines. L'université de Bucarest, par exemple, fait partie d'un réseau universitaire qui s'appelle CIVIS, les universités européennes, et nous avons des partenaires privilégiés qui sont les universités, 6 universités africaines. Et nous avons des projets presque chaque année avec les universités africaines. Il y a pas mal de projets culturels qui ont été mis en place à Bucarest et dans les pays africains. L'année dernière, nous avons organisé à Bucarest des colloques et des présentations sur les masques, par exemple. Et pendant la visite du président Iohannis en Afrique, c'est le musée de civilisation noire de Dakar qui a organisé une exposition sur les masques roumains. Donc, on essaye quand même de retisser un peu les relations avec les pays africains de ce côté-là. Nous avons de très bons contacts. L'avenir, c'est à nous. C'est à nos coopérations, à notre coopération. Et donc à travers, oui, l'échange universitaire, la culture, effectivement, c'est une belle façon d'essayer de renouer ces liens. D'autant que pour la Roumanie, mis à part cette période de relations fortes pendant le régime communiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend peu parler. Il y a peu d'articles sur ces relations qu'on appelle relations sud-sud, je crois, toujours, entre la Roumanie et l'Afrique. Cette fois, c'est nord-sud. Maintenant, on dit plus sud-sud. Avant, on disait... D'accord, maintenant, on dit nord-sud, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser que, ce que vous dites me fait penser qu'au sein de la faculté de journalisme, il y a très souvent des étudiants, je ne sais pas si vous le savez, de Guinée-Conakry, qui viennent presque chaque année. L'année dernière, il y avait également une étudiante de la République démocratique du Congo. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Je vais vous parler un peu parce que vous avez parlé des étudiants africains. Vous savez que la Roumanie a créé en 2007 un programme de bourse qui est financé par le ministère des Affaires étrangères de Roumanie et géré par l'Agence universitaire de la francophonie. Donc les bourses Eugène Ionesco, qui sont des bourses postdoctorales et pour des étudiants africains. Oui, 70 ou peut-être 80 même des étudiants viennent de l'Afrique francophone. D'accord, l'Afrique, donc plutôt Afrique de l'Ouest, Maghreb. Oui. D'accord. Oui. Très bien. Simona Corlagne-Ioan, j'ai été ravi de vous avoir au micro du soir et que ce soit vous qui terminiez notre saison, non, cette année au micro du soir. Merci énormément d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine. Assurément, assurément. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour cette année. On se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes. Sabator Kubine. Si vous prenez la voiture, soyez très prudents pendant ces fêtes. Et voilà, c'est tout pour cette année. On se retrouve en 2025. À bientôt. Au revoir.